jusqu'au bout de leurs rêves. C'est un livre magnifique de fin d'année sur les aventuriers, les écrivains, mais pas seulement. Sur ces gens, bon, et certains mettent leur peau au bout de leurs idées, et d'autres mettent leurs idées jusqu'au bout de leur peau. Enfin, c'est extraordinaire l'aventure avec Livingstone, Stanley, Rimbaud, Foucault, Londres, Laurence d'Arabie, l'homme qui a écrit une phrase qui nous concerne tous. Il a dit, je crois que pour moi ça résume beaucoup de choses, tout homme est une guerre civile. Et tous ces gens-là sont des gens qui ont finalement fait notre métier, qui est de découvrir, de porter des regards sur le monde, mais ils l'ont fait avec une aventure extraordinaire. Oui, au fond, ce sont des gens dont j'aurais aimé avoir la vie, sans doute, tout comme mon frère, parce qu'on l'a signé à deux, ce livre. Ce sont des gens qui sont allés jusqu'au bout de leur idéal, de leur absolu. Ils avaient un rêve, parfois c'était des monomaniaques. Ils voulaient grimper sur la plus haute montagne du monde, ils voulaient découvrir un pôle, ils voulaient découvrir le désert, un continent, une mer. Et à chaque fois, ils sont allés jusqu'au bout. Et tout le monde leur disait, mais non, ne le faites pas, c'est irréalisable. La PCOR disait par exemple à ces ingénieurs, essayez d'imaginer quelque chose pour faire voler ces avions de la Première Guerre mondiale. Ces ingénieurs lui ont dit, mais non, c'est irréalisable. Et l'autre a dit, ah bon, eh ben donc réalisons-le. Et moi je trouve ça magnifique. Et ça a créé l'Aéropostale, qui est devenu l'ancêtre d'Air France, qui malheureusement prend beaucoup de retard sur ses horaires aujourd'hui. Mais à l'époque, je crois que c'était déjà assez spécial, mais enfin au moins ils avaient l'excuse du départ. Alors, comment vous avez fait les choix? Parce que bon, il y a des gens qui n'y sont pas. Hein. Qu'est-ce qui a dicté ton choix, à toi et ton frère? Il fallait que ce soit des routards, des gens qui aillent sur la route, quelle que soit la route, le chemin, l'autoroute bien sûr, mais qui décident d'aller jusqu'au bout de cette route. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a mis en couverture. C'est une road movie la couverture, hein? Voilà, oui. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est une route toute droite, c'est ces fameuses routes de l'Ouest américain, puis tout d'un coup, il y a un coup, on se demande pourquoi. Et puis après, ça repart. Et au fond, je trouve que ça symbolise bien la vie. Et j'aime bien cette idée des gens qui rêvent. Tu parlais tout à l'heure de Laurence d'Arabie. Oui. Et Laurence d'Arabie disait ça, il disait méfiez-vous des rêveurs éveillés, ce sont les plus dangereux. Parce qu'évidemment on rêve tous les uns les autres quand on dort, mais quand on continue à rêver et qu'on est debout, c'est dangereux pour les autres, et parfois pour soi-même. Alors on dit que c'est un beau livre tout simplement parce qu'il y a de magnifiques illustrations, et notamment on est frappé, moi je l'ai feuilleté là, par la maigreur d'Henri de Montfred. On s'aperçoit quand même, comme la vie, on a l'impression qu'il sort d'un camp, pour prendre l'expression de René. C'est incroyable ce type, cette aventure et cette fragilité physique. Mais tous ces gens étaient comme ça. En effet, surtout ceux qui allaient dans le désert, ils étaient d'abord gros comme un doigt. Ils se nourrissaient de presque rien, de 2-3 dattes et d'eau. Et que ce soit Charles de Foucault, dont on parle dans ce livre, que ce soit Isabelle Hébrard, que ce soit Michel Vieuxchange, qui avait découvert une cité qu'il avait absolument envie d'aller enfin atteindre, il s'appelle Smara, et puis qui va trouver cette ville. Il n'a que 26 ans et qui meurt quelques semaines plus tard, son rêve accompli. Voilà, et assez souvent ce sont des gens qui sont incandescents et qui brûlent beaucoup à la passion. Alors, moi j'ai découvert, je prends des noms, la vie de Stanley par une bande dessinée quand j'étais enfant, qui était remarquablement bien faite d'ailleurs. Et la vie de Stanley, c'est absolument extraordinaire. Hein, celui qui a dit Dr. Livingstone, I presume, parce qu'il a fait la guerre de sécession, il a fait des découvertes, il a été à pied au cœur de l'Afrique. C'est quand même des journalistes qui avaient une vie comme on ne pourrait plus en avoir aujourd'hui, même si on le voulait. Ah oui, c'est pas vraiment les nôtres, hein. Oui. Mais lui, à un moment donné, on lui a assigné pour mission de retrouver en plein cœur de l'Afrique, à une époque où évidemment où il n'y avait ni portable, ni GPS, ni quoi que ce soit, retrouver un homme qui avait disparu depuis très longtemps et qui s'appelait Dr. Livingstone. Et qui en effet, et dans notre livre également, qu'il a fini par retrouver au bout de très longs mois. Et lorsqu'il le retrouve, c'était pas trop difficile à trouver parce qu'une fois qu'il arrive dans la tribu, le seul homme blanc c'était Livingstone.
Et il a eu en effet cette phrase célèbre, Dr. Livingstone, I presume, et l'autre il dit Yes, that's my name. Oui, ça c'est très anglais. Jack London, voilà, Jack London, un personnage extraordinaire qui fait partie de cette vision qu'on a des jeunes Anglais qui, dans un pays trop surpeuplé, partent à la conquête du monde, des marins aventuriers. Il était américain ou anglais? On a peut-être dit une bêtise. Il était américain, oui. Américain, mais c'est un homme qui, un peu comme Kerouac 100 ans plus tard, va faire la route. Il fait la route d'abord. Il va même s'installer en Alaska pendant presque une année comme chercheur d'or. Profitant de cette fameuse ruée vers l'or, il va s'installer et puis après il va se retrouver coincé par les glaces et puis finalement dans des situations de danger de mort et puis il va finir par partir. Alors, et par écrire de très beaux livres. Oui, oui, très beaux livres. Quand on voit la liste des personnages que tu as choisis avec ton frère Olivier, on s'aperçoit malgré tout, même si elles sont moins nombreuses, qu'il y a pas mal de femmes qui ont eu cette vie. Oui, alors c'est-à-dire, bon, on a un goût particulier pour les femmes parce que c'est quand même, je trouve ça tellement extraordinaire d'être aventurière à l'époque. Les époques dont on parle, c'est essentiellement la fin 19e et le début 20e. Donc, être seule, se retrouver comme Alexandra Davinel, comme Anita Conti, comme Anne-Marie Schwarzenbach, comme Isabella Bird, par exemple, ou Isabelle Ebrard, dont j'ai déjà parlé. Se retrouver dans des situations où et la Maillard également, la Suisse, se retrouver dans des situations où il n'y a que des hommes et où il n'y a que des dangers, que les dangers sont partout, il fallait vraiment en avoir pour aller là-bas. Et je peux vous dire que quand elles reviennent et qu'elles écrivent, un certain nombre d'entre elles ont écrit, comme Isabelle Ebrard, comme Ella Maillard, que j'ai eu la chance de recevoir sur mon plateau à Elsie ou Anita Conti encore, que j'avais également vu, et ben, quand elles nous restituent ça, il y a une force incroyable. Alors, on pourrait parler évidemment de tous les gens qui sont là, mais il y a une conquête qui paraît... Les conquérants de l'inutile, c'est-à-dire ceux qui montent au sommet des montagnes ou ceux qui vont au bout du pôle Nord sont des gens extraordinaires. Le pôle Nord ou le pôle Sud, ça a été, surtout le pôle Sud, des routards vraiment de l'impossible. Oui, surtout qu'il y a une époque, on était au tout début du XXe siècle, une époque où on se battait pour arriver les premiers au pôle Sud. Le pôle Nord avait été découvert, encore qui changeait pas mal parce qu'il y avait le pôle magnétique, mais le pôle Sud, c'était l'objet, c'était d'abord extraordinairement difficile à atteindre, et plusieurs expéditions espéraient atteindre. Et un jour, une expédition menée par un Anglais a pensé y arriver, et ils sont fous de bonheur, ils arrivent, et manque de chance, 5 semaines plus tôt, il y avait déjà quelqu'un qui avait planté un petit drapeau, et c'était pas la bonne nationalité. Voilà comment Amundsen a piqué la place de Scott. Amundsen, oui, Scott. Des noms qui sont quand même un peu... On a l'impression que c'est très loin tout ça, finalement, c'est pas si loin. Non, c'était il y a 100 ans, oui. Pour la plupart, oui. Ou 50 ans, ou même 20 ans. C'était l'époque de la... de Monod, de quelques autres, comme ça. Paul-Émile Victor, qui sont des personnages vraiment absolument passionnants et qui avaient encore des continents à découvrir. Voilà, aujourd'hui, c'est moins. Alors aujourd'hui, est-ce que, bon, il y a moins de personnages comme ça, est-ce que c'est les hommes qui ont changé ou est-ce que parce que l'aventure, il n'y en a plus, quoi? On a tout découvert. Je pense que, en effet, beaucoup de choses ont été découvertes, des continents entiers ont été découverts, donc c'est assez difficile de dire, là je mets le pas, là où personne n'a été. Personne n'a été. Aujourd'hui c'est difficile. Mais il y a d'autres types d'aventures, il y a les aventures intérieures, il y a la manière pour chacun de raconter son aventure aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se raréfie un peu. J'en connais encore dans la jeune génération, les Sylvain. On a ici un écrivain, je ne sais pas s'il est là, qui s'appelle Frère, qui est un ami et qui fait tous les déserts à pied. Oui, c'est absolument extraordinaire. Mais bien sûr. Et il a une vie incroyable. Et j'ai vu encore une de mes très bonnes amies qui est venue ici souvent, Blanche de Richemont, qui a aussi fait une méharée, c'est-à-dire qui a accompagné un convoi de chameaux comme ça pendant 1 mois et demi en plein désert. Amandine Roche, Sylvain Tesson, des jeunes gens qui sont encore habités de ce feu-là.
Alors, on a beaucoup dit, mais tu es plus connaisseur que moi sur les écrivains, que Kessel avait beaucoup plus écrit que voyagé. C'est vrai ou c'est faux? Oh, il a quand même beaucoup voyagé. Oui. Ce qu'il a raconté sur l'Afghanistan, notamment à travers les cavaliers, c'est très fort. Là, on sent qu'il a vécu les choses. C'était vraiment un journaliste écrivain, quelqu'un qui était tout le temps en train de se déplacer. Mais très passionnant, comme Sandra, comme beaucoup d'autres, Godard ou d'autres. Si tu avais un choix à faire, celui que tu aurais aimé être? Mais j'aurais voulu être tous ceux-là à la fois. C'est pour ça qu'il y en a 30, pour pouvoir chaque jour changer de peau. Alors, il y a chaque mois. Un absent qui m'a étonné, mais c'est un titre personnel, c'est un type extraordinaire qui est Richard Burton, pas l'écrivain, l'autre, celui qui a découvert les sources du Nil, parce qu'il a eu une vie. Alors en effet, on en parle dans notre introduction, mais il n'est pas là. Parce qu'on se réserve pour un autre tour. Parce que c'est une vie extraordinaire. Formidable. Richard Burton, on ne peut pas croire qu'un homme ait pu avoir tant de vie. Tant de vie à la fois. En une seule. Et pour trouver d'une manière très improbable les sources du Nil, on n'est pas du tout sûr que ce soit vraiment les bonnes sources qu'il ait trouvées, mais peu importe. Il y a aussi des archéologues dans celui de Carter, celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Vous imaginez les faits pour lui, voilà, on découvre, on ouvre... on passe par un petit trou de souris et on se retrouve face à ce que nous connaissons tous quand on se promène et qu'on va dans les musées, mais c'est-à-dire la tombe de Toutankhamon et tant de choses splendides. C'est extraordinaire, extraordinaire. Un livre magnifique, et on va parler un peu de Patrick Poivre-Arvor, puisque une partie du public est là. Est-ce qu'il y a dans les médias de nouveaux horizons aventureux vers lesquels tu te diriges? Alors, aventureux, ça oui, j'ai eu l'habitude, mais Horizon lointain, puisque il y a une émission sur Arte qui s'appelle Horizon lointain, où je raconte un pays à travers ses écrivains. Tous les dimanches sur France 5, je fais aussi une émission qui s'appelle La traversée du miroir, où je raconte deux personnalités qui se succèdent pendant une demi-heure. Et puis la semaine dernière, j'ai fait un numéro spécial sur De Gaulle, donc j'aime bien cette idée un peu de me pencher sur l'histoire, de prendre mon temps au fond, et de prendre surtout la présentation au quotidien te manque pas? Non, de temps en temps, il y a des petites démangeaisons quand vous voyez. Qu'on voit les autres. Non, parce que je ne regarde plus le journal. Donc, mais quand vous voyez tel ou tel événement, vous dites ah oui, là j'aimerais bien le commenter, mais bon, ça passe vite parce que je suis passé à tellement de choses différentes. J'ai fait de la mise en scène d'opéra cet été pendant 6 mois de suite avec Carmen. Ça s'est terminé il y a un mois et c'était un bonheur immense. Il n'est pas impossible que je fasse de la mise en scène de cinéma dans les mois à venir. Je continue à avoir des activités dans la presse écrite et à la radio. Et puis des activités de romancier. Parce que surtout, j'écris beaucoup. Oui, Patrick Poivre-Arvor est un grand romancier avec une production littéraire. Parfois, c'est un peu oublié parce que l'homme public, l'homme de télévision est là, mais l'œuvre que tu as écrite, les livres que tu as écrits au fil des années, c'est quand même un témoignage sur notre époque et sur une analyse des sentiments qui est tout à fait parlante, importante. Ça m'a toujours passionné. J'ai commencé à écrire avant de devenir journaliste et donc voilà, j'ai eu besoin d'avoir cette activité-là toute ma vie, heureusement d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que j'étais licencié de quelque part ou que je décidais de quitter une rédaction pour telle ou telle raison, je savais que de toute façon j'avais les livres. Mon premier livre, j'avais 17 ans quand je l'ai écrit et le dernier, je suis en train de terminer là, puisque j'ai remis les épreuves corrigées. Tu écris combien de livres? On ne parle pas des ouvrages collectifs, des beaux livres. Tu écris combien de livres à titre personnel à peu près? Seul une quarantaine à peu près et une vingtaine avec mon frère en plus.